Ok, si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement vu ces deux-là. Dans tous les cas, vous vous doutez que je connais beaucoup de clichés d'isekai. Et moi, d'une manière générale, j'essaie de rester zen. J'en ai lu beaucoup, j'ai du recul, et il faut respecter le fait qu'on trouve énormément de talent et de travail dans chaque page. Et puis souvent, on parle d'adaptation où l'auteur ne doit pas trop s'éloigner. Mais putain, pourquoi toujours un harem avec une elfe ? Donc ici, je vais me permettre de relâcher toute ma rancœur scellée envers ces facilités de scénario. Veuillez noter que je vais attaquer les clichés, pas le dessin, pas les personnages, pas l'histoire, donc ne jugez pas les isekai que je vais mentionner juste avec cette vidéo. D'ailleurs, il y en a certains que j'aime bien. Commençons de suite avec l'isekai inutile. Ça, c'est vraiment le cliché qui me fait moins rager que déprimer. On sait tous qu'un isekai, ça justifie pas mal de facilités de scénario. Un dieu qui intervient et agit à son bon vouloir, un gameplay forcé lorsqu'on se trouve dans un jeu vidéo, le world building, etc. Mais évidemment, ça permet surtout de donner envie aux lecteurs en leur disant « Voilà l'histoire d'un mec comme toi dans un monde fantastique et génial. Puisque tu t'identifies à lui, tu vas t'investir dans ses aventures, n'est-ce pas ?» Mais vous savez, il existe des bons titres où j'ai pas forcément besoin de ressembler au protagoniste pour l'apprécier. Non, parce qu'en vrai, un isekai, c'est avant tout un monde de fantasy. Et dans les mangas de fantasy, les protagonistes deviennent pas tout le temps des miroirs des lecteurs. Berserk, Hunter x Hunter, Black Clover, Made in Abyss, Maggie, Frieren. Vous allez pas me dire que dans ces excellents titres vous ressemblez au héros. Y a pas besoin d'un mec aux cheveux noirs, mi-longs, peu populaire du 21e siècle pour se reconnaître dans un personnage. S'attacher à quelqu'un, c'est pas seulement se reconnaître dans son apparence ou son passé, c'est aussi se reconnaître dans sa personnalité, comment il surmonte tel obstacle, comment il réagit à telle situation, etc. On s'identifie pas si facilement à quelqu'un. Et si on enlève l'identification au héros, il reste quoi comme argument pour une réincarnation? Au début, j'ai pensé à la découverte du monde. Comme le héros n'est pas né mais a atterri dans le world building, il découvre l'endroit avec le lecteur. Et oui, qui s'extasierait sur la présence d'elfes si depuis tout petit on sait que ça existe? On introduit quelqu'un d'extérieur au monde pour qu'il réagisse de la même manière que les spectateurs. Sauf que genre, des œuvres où on explore un nouveau monde avec un héros natif, il y en a, hein. Toriko ou l'atelier des sorciers pour ne citer que. Ou alors on imite Fairy Tail, Hunter x Hunter ou Hell's Paradise, où on découvre un autre continent et paf, ça fait des nouvelles aventures. Pas besoin d'isekai. Le deuxième truc que je peux entendre concerne le passé du personnage. Quand on se fait muter à l'étranger de manière permanente, inutile de réfléchir à comment ton vécu a affecté le monde. C'est un peu le rêve ultime de la nouvelle vie où tu peux devenir n'importe quoi puisque personne ne te connaît. Surtout que t'as pas de parents. Parce que techniquement, des parents, c'est des gens plus expérimentés, prêts à t'aider peu importe la situation. Ou en tout cas en théorie. Sauf que ça s'oppose potentiellement à des scénarios où tu veux que ton protagoniste galère sans aide. Mais ça justifie toujours pas un isekai, hein. Regardez Pokémon, le héros se bat complètement seul face au danger et on ne l'a pas réincarné. Alors ok, l'exemple parental est pas ouf, mais si ça gêne autant que ça, bah tu crées des orphelins. Point à la ligne, on n'en parle plus. The Beginning of the End gère encore mieux. On a un papa et une maman, sauf que pour X raisons cohérentes, eux et le héros finissent séparés et ces derniers quittent tranquillement l'histoire. Donc dans cet exemple, le vrai motif derrière cet isekai, c'est plutôt le troisième argument, la maturité du héros. Dans beaucoup de titres, le protagoniste devient surpuissant car il travaille depuis tout jeune et comprend des trucs très rapidement. Évidemment, en transférant un adulte dans un bébé, on va forcément suivre un génie comme enfant. Mais genre, dans les animés, on avait déjà des gosses génies bien avant les premières réincarnations. Alors ok, certains vont préférer un enfant réincarné travailleur plutôt que le cliché du gamin hyper talentueux. Sauf que des enfants qui travaillent dur, ça existe, vous savez. Dans les usines en Asie, ça bosse sans qu'ils viennent de notre monde. J'admets que la maturité de s'entraîner dur n'arrive pas facilement, mais il existe plein de raisons pour justifier ça avec le scénario. Dans Kingdom, Ohun a commencé à travailler dur à la lance pour créer un lien avec son père souvent absent. Dans Kengan Ashura, Kaolan s'est tué à la tâche pour remercier l'homme qui l'a recueilli. Et je mentionne même pas Rock Lee de Naruto. Alors oui, tu parles de circonstances joyeuses. Mais honnêtement, maintenant, voir un héros transféré surpasser les autres grâce à sa maturité d'un trentenaire, ça ressemble juste à un adulte content de battre des gosses. Donc finalement, si on y réfléchit, il existe très peu de situations où un isekai se voit vraiment nécessaire. Et c'est pour ça que je râle d'autant plus quand je lis une bonne œuvre qui fait des efforts, qui tente des trucs avec une histoire soignée et cohérente, mais qui a quand même voulu utiliser quelqu'un de notre monde pour aucune bonne autre raison que de cocher une checklist. Parce que isekai, c'est pas juste un sticker que tu poses sur un titre de fantasy pour attirer les gens comme une période de solde. Un isekai, ça nécessite aussi un peu de travail, rien que dans l'explication et la justification dans le scénario. Alors oui, beaucoup s'en foutent, mais ça veut pas dire qu'ils aiment. Dans Records of Ice War, que j'apprécie beaucoup, ça parle de guerre avec de la magie, de la rivalité entre armées et aventuriers. Je trouve ça passionnant. Eh bien, je ne sais pas pour le light novel, mais dans le manga, toute la partie isekai aurait pu disparaître. Le protagoniste aurait très bien pu naître en tant que soldat sans nom, orphelin, et toutes ses premières aventures n'auraient pas changé d'un poil. La justification, c'est que les réincarnés dans ce monde disposent tous d'une capacité plus puissante que les autres. On parle d'eux comme des êtres supérieurs, des gens avec une habileté. Merde, j'ai vu un réincarné en face, vous voyez le genre? Mais des personnes plus fortes avec un titre pour annoncer leur force.
Je peux t'en trouver 36 dans Fairy Tail. On a les 10 mages sacrés, les 4 dieux d'Ishgard, les 12 Spriggan et 0 Suzuki du Japon. En plus, ça signifie que les auteurs utilisaient les isekai pour justifier à la fois quelqu'un de travailleur et à la fois quelqu'un doté d'un don. C'est quoi ce couteau suisse? Puis, si on revient sur notre exemple, même les réactions des réincarnés face à l'horreur de la guerre, tu peux remplacer ça. Oui, dans notre société moderne, on serait affolé avec autant de violence, mais très probablement que certains enfants de nobles au Moyen-Âge réagiraient pareil. Et même reproche pour Faraway Paladin, que j'aime beaucoup. Le protagoniste a déjà une caractéristique qui pourrait tout justifier. Sa force, sa personnalité, son rôle dans le script, tout pourrait être justifié par le fait que c'est un bébé recueilli par ces êtres-là spécifiquement. Le gars a déjà été choisi par le scénario, mais l'auteur a quand même voulu rajouter l'idée de l'isekai. Un truc tellement mineur dans l'histoire que j'ai oublié le pourquoi de sa présence. Donc pourquoi tu fais des efforts dans tout, sauf dans le fait d'expliquer une arrivée dans un autre monde? Vous savez à quoi ça me fait penser? À l'IA. Dans chaque produit de tech, on veut mentionner l'IA pour vendre. Même si ça ne sert à rien ou que ça n'a rien à faire là. Bah les isekai c'est pareil. Et plutôt que de servir d'argument, le mot va progressivement donner de moins en moins envie aux gens d'essayer. Les statistiques et le HUD. Pareil, ce cliché crée plus d'interrogations que de colère chez moi, et non je suis pas en colère. On n'en a pas encore parlé sur cette chaîne, mais dans beaucoup d'isekai, les héros peuvent interagir avec le monde comme un jeu vidéo. Ils ont des statistiques, un arbre de compétences, un système de classe, tout ça accompagné par l'inévitable HUD. Et je me dis vraiment... mais à quoi ça sert? Je comprends bien que tout ça nous offre la possibilité de mesurer la force des gens. Ça, j'entends. Un des moments les plus connus de Dragon Ball est complètement basé sur ça. Pareil, dans Toriko, les ennemis sont classés selon un niveau de chasse et ça monte tout du long. Mais dans ce cas, pourquoi juste ne pas se contenter de ça? Pourquoi montrer forcément force, magie, défense, résistance, agilité, PV, mana? Même dans Fire Emblem, je fais pas attention aux caractéristiques alors que je joue, donc qui vous dit que j'ai envie de réfléchir à ça dans un manga? Je comprends l'idée que ça fait très jeu vidéo, mais il y a peut-être un peu exagération là, non? Je veux dire, Overlord et SAO sont des jeux vidéo, mais ils ne nous ont pas cassé les couilles pour autant, donc pourquoi vous vous embêtez? Quelques scènes par-ci par-là, ça suffit très bien. Alors, pourquoi j'ai l'impression de suivre une vidéo d'optimisation dans Expédition 33? Enfin bref, on peut montrer la puissance de quelqu'un sans remplir la case d'informations qui donne juste envie de passer à la page d'après. Et je vous parle même pas des mangas qui s'amusent à mettre des dizaines de compétences à lire. Non mais oh, tu t'es pris pour Alpha One ou quoi? Ok, dans MHA, ça arrive, mais non seulement on parle d'un seul personnage, et en plus c'est clairement pas tout le temps. Pareil, dans Medaka Box, quelqu'un a ce type de capacité, et visuellement, satisfaction level max, mais ça reste hyper secondaire. Parce que dans les isekai, on peut pas s'en passer, ou alors tu finis un chapitre en 30 secondes. Regardez Make You RM, entre deux scènes H, le manga s'éternise à nous montrer le protagoniste optimiser son gameplay. Genre, si je prends cette capacité, est-ce que le bonus gagné de X% compense le fait que j'en délaisse une autre? Alors non seulement je pense que seule une minorité de gens aiment ça, et surtout, ok, moi j'aime ça dans les jeux vidéo, j'adore. Mais j'adore parce que c'est moi qui le fais, pas quelqu'un d'autre. Là j'ai juste l'impression de regarder quelqu'un s'amuser devant moi. Et puis tout de suite, pour me calmer, je me suis rappelé, ah mais beaucoup de mangas isekai s'adaptent de light novel. Donc peut-être que dans l'original, juste avec des mots, ça passe mieux, et l'auteur du manga doit suivre sa source. Sauf que je me souviens avoir lu par curiosité quelques light novels. J'avais commencé Tensei Shitara Kendeshita et Kumo Desuga Nanika. Eh bien, dites-moi si c'est vraiment plus lisible là. Vous aimez les pages entières de lignes d'information du HUD? Non mais dites-moi, parce que s'il faut, le problème vient de moi. En tout cas, ça a l'air de ne déranger personne. Après, il faut rendre à César ce qui est à César, sans d'apprendre un temps de fou. Rien qu'imaginer un système de progression cohérent et équilibré, beaucoup de jeux vidéo s'y cassent les dents. Mais j'avoue que je n'y vois pas l'intérêt. Et surtout, souvent les statistiques servent un peu au début, puis l'histoire s'en sépare complètement. Tu parles d'efforts gâchés. Par contre, il y a un truc que je trouve beaucoup plus stupide avec ce concept de statistique, c'est le power leveling. Dans un MMO, le power leveling, ou PL, consiste à utiliser un joueur de haut niveau pour battre des monstres et aider un joueur bien plus faible à gagner de l'expérience dans des combats qu'il ne devrait pas pouvoir gagner. Concrètement, tu deviens plus fort la main dans le slip et en général tu paies le gars qui t'a PL juste après. Chez nous, on a logiquement interdit la pratique dans les jeux en ligne, ça casse tout le système de progression. Donc c'est une faille du jeu. Mais imaginez que ça existe dans la vraie vie. Bah tout le monde ferait ça, à moins que ce soit, comme je l'ai dit, interdit. Donc dans une fantasy, si le protagoniste PL, alors pourquoi personne d'autre ne le fait et pourquoi tout le monde n'est pas au niveau? Ça reste un détail, je chipote donc ça devrait pas m'énerver autant, mais ça montre juste que parfois, les auteurs se torchent le cul avec la cohérence. Puis, vous pensez que j'ai fini de parler de puissance et de progression? Mais mes amis, on va y consacrer toute la partie suivante. La puissance des personnages et leur progression. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, dans un isekai on suit trop souvent quelqu'un qui soit est déjà très fort, soit devient très vite très fort. Et honnêtement, ça ne nous choque plus. La quête de progression et des obstacles, on laisse plutôt ça au shonen. Parfois, on s'amuse justement parce que le héros surpasse les autres. Prenez Overlord par exemple, on s'accorde tous pour dire que le différentiel de force rend le titre d'autant plus intéressant. Et dans le même style, il y a Geiji Etai. Honnêtement, on n'a jamais fait mieux que la scène où une centaine de milliers de cavaliers se font oblitérer par des tanks et des mitraillettes. Et même dans les shonen que je mentionnais, on a ça. Sakamoto Days, Hunter x Hunter et
évidemment One Punch Man, on est d'accord pour dire que le personnage surpuissant ne rend pas une histoire moins cool à suivre. Le problème réside dans la raison de pourquoi un protagoniste devient OP, et il y a beaucoup de justifications que j'aime, mais vraiment pas. La première, c'est la manipulation des timelines. Probablement un problème personnel parce que je ne peux pas suspendre mon incrédulité avec ça dans un manga. Ça brise toute crédibilité à mon sens. Quand un personnage peut, pour X raison, retourner dans le passé ou connaître l'avenir, pour moi c'est l'équivalent de l'élu. Le héros choisi par le destin pour devenir le plus fort. Et encore, même la prophétie de l'élu mon cul, je trouve ça un peu mieux. Parce que là, il y a du lore, le mec se fait choisir par des entités supérieures et qui t'explique que gna gna gna, on a besoin de lui pour vaincre le mal et que seul lui peut accomplir la prophétie. Mais dans un isekai, le personnage principal n'est pas l'élu des dieux ou quoi, juste l'élu du scénario. Sa spécificité repose seulement sur le fait que l'auteur le chouchoute. On te dit sans aucune justification qu'il dispose de cette capacité et on est censé l'accepter et fermer notre gueule. Non mais c'est quoi ce 49.3 là? Et pour servir d'avocat du diable, notez que dans World Trigger, un manga shonen que j'aime beaucoup, on trouve quelqu'un qui voit l'avenir. Mais il y a plein de raisons de pourquoi ça marche ici et pas ailleurs. Déjà, on connaît d'autres personnes qui disposent de ce genre de sixième sens. De deux, malgré sa force, ce personnage avec ce pouvoir ne peut pas modifier le futur seul. Et de trois, il n'est pas principal et ses visions restent imprécises, donc toute l'histoire ne tourne pas autour de ça. On assiste même à une remarque sympathique à la fin du premier grand arc. La victoire Athènes se place deuxième ou troisième meilleur scénario qu'il a vu. Ça montre que le pouvoir ne peut pas tout faire. Je demande pas aux auteurs de maîtriser le temps comme dans Sense Gate, mais un peu de cohérence s'il vous plaît. Deuxième justification de personnage puissant qui me fait criser. Il y a des isekai qui ont imité un peu Overlord et Sword Art Online. En gros, ils se servent d'un protagoniste qui connaît par cœur le jeu dans lequel il se réincarne. Soit il utilise des techniques pour abuser du jeu, dans celui-ci c'est exactement ce qu'il fait, il achète un grand nombre de potions super efficaces contre des monstres qui donnent un max d'expérience. Soit il connaît tellement les mécaniques qu'il maîtrise tellement son wave dash cancel qu'il peut faire des trucs incroyables même sans statistiques de fou. Mais là, comment je m'attache à un héros qui me dit qu'il a réussi l'épreuve soit parce qu'il a triché, soit parce qu'il a incroyablement de la chance? Non, parce que se réincarner dans le seul jeu que tu maîtrises, c'est pas un succès critique de jet de chance là, t'as pépon le MJ. Et si on compare ça à SAO avec Kirito le beater, le cheater de la bêta, encore une fois, ça marche pour plusieurs raisons. De 1, Kirito n'est pas l'unique bêta-testeur, même si on n'en voit pas d'autres. Ça semble bête, mais on l'accepte 100 fois plus que le seul protagoniste réincarné pile poil dans son jeu du cœur qui ressemble au truc de l'élu et manque de cohérence. De 2, dans le premier jeu, on n'assiste pas à la phase de pex et d'entraînement du Kirito. On le voit au début, puis il revient genre niveau 70. Et on ne suit pas que lui, comme dans One Punch Man. Et qu'y a-t-il de pire que de suivre uniquement le mec qu'on sait qu'il va jamais perdre? Et de 3, SAO construit quand même le fait que tout le monde peut mourir, personnages principaux inclus. Alors que je me souviens même pas si j'ai une fois eu peur pour le protagoniste dans mon corpus de 150 titres. Et enfin, le dernier cliché pour gagner en puissance que je déteste le plus, c'est ce que j'appelle le skill one shot. Dans Kabaijiro, on suit Tsukuru invoqué par un royaume, et à cause de ses skills faibles de cuisinier, on le trahit et on le jette dans une forêt pour le laisser mourir. Rien de bien original pour l'instant. Il se retrouve seul dans la nature, et là il se fait attaquer par une bête bien trop forte pour lui. Il se fait beaucoup malmener, mais il s'en sort parce qu'il a la capacité appelée dépeçage, qui tue instantanément et sans problème son ennemi. Ça n'a aucun sens. Il existe littéralement un bouton qui permet au héros d'éliminer n'importe quel être rien qu'en le touchant. Il est où le challenge et l'effort là? Et en plus, sauf erreur de ma part, il n'utilise qu'au début, puis on l'oublie dans le reste de l'histoire. C'est genre, je triche pour mettre mon personnage niveau 99, puis je joue normalement et j'espère que personne ne remarque ce que j'ai fait. Et pareil dans cet isekai, notre héros va obtenir cette habilité de tuer n'importe quoi, mais limitée à une seule utilisation. Oh, SNRS qui essaie de faire des efforts, comme c'est mignon. Sauf que devinez qui arrive par chance incroyable dans le ventre de la bête la plus forte de la chaîne alimentaire et qui va lui donner toute l'expérience du monde? Vraiment, je déteste cette manière de justifier la force de quelqu'un. Au pire, faites directement un héros OP, mais essayez pas de m'amadouer avec un il a quand même subi des épreuves donc tu devrais t'attacher à lui. C'est comme si on me disait que je devrais m'attacher à un inconnu qui a gagné l'auto simplement parce qu'il s'est levé de son lit et a marché dans la rue. Et même après avoir taclé ces sujets, je dois encore me défouler, sauf qu'on n'a pas le temps de tout détailler. Donc voici une liste non exhaustive de trucs qui me rendent dingue pour me passer les nerfs. Si le héros se fait invoquer par un royaume, pour 10 000 raisons je trouve ça hyper con de le trahir, de le malmener, voire de le délaisser. Les dragons dessinés avec aucune originalité, ça commence à me les briser. On peut pas créer de l'émotion en insérant une scène où le héros pleure, alors que tout le reste du manga, il profite de son harem. 58 scènes de sources d'eau chaude, de bain ou plage sur 150 isekai, il s'agirait d'y aller mollo avec le fanservice. Ce qui me saoule encore plus que les dragons, c'est les animaux qui servent de monstres. Je peux plus croire aux entités supérieures qui se comportent comme des humains et interviennent dans l'histoire quand ça arrange l'auteur. Pareil que pour les sources d'eau chaude, 33 occurrences de maid dans 150 isekai alors que c'est un truc du 20e siècle, ça n'essaye même plus de cacher ses fétiches. J'en ai marre qu'une situation où on a besoin du héros advienne justement quand il arrive dans la ville. 86 protagonistes sur 150 ne donnent pas clairement leurs objectifs à long terme. Ils ne disent même pas s'ils ont envie de rester ou de rentrer dans leur monde. La gentillesse est vraiment traitée comme un luxe dans les isekai. Non, être juste gentil ne suffit pas à te rendre attachant, que ce soit en tant que partenaire amoureux ou personnage principal. Et me voilà fini avec mon déversement de haine sur ce genre. Évidemment, je troll un peu sur les bords, mais il y a toujours un fond de vérité. J'ai essayé de rester bienveillant dans l'ensemble, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à la prochaine.